Le 23 janvier 2020 est décédé à 67 ans Clayton Christensen. Alors, Clayton Christensen, c'est un acteur majeur en management, un vrai penseur qui a mené tous ses travaux autour du concept d'innovation et de rupture. Pourtant, il est mal connu en France, il n'a pas été beaucoup traduit et il pourrait apporter un éclairage intéressant à notre actualité. Donc, je vais me tourner vers Philippe Zilberzahn. Vous êtes professeur à l'EM Lyon en entrepreneuriat en stratégie et un vrai spécialiste de Clayton Christensen. Bonjour. Bonjour. Alors, que nous dit Christensen sur cette question de la rupture ? Alors, Christensen travaille effectivement sur la rupture et ce qu'il étudie, c'est la façon dont une entreprise existante répond à une rupture de son environnement. Et donc, il observe que c'est difficile pour beaucoup d'entre elles et que très souvent, ces entreprises savent qu'il y a une rupture. C'est rarement un problème d'ignorance. Elles savent qu'il y a une rupture, elles sont conscientes, comme toute bonne entreprise, elles regardent son environnement. Et malgré cette connaissance, elle a du mal à répondre aux ruptures de son environnement et donc elles se font dépasser par des nouveaux entrants ou des concurrents plus rapides. Alors, ce qui est intéressant, je crois, est ainsi, c'est qu'il n'idéalise pas la rupture ou l'innovation, il en fait un sujet. Absolument, voilà. Mais pas dans une vision fantasmatique de l'innovation. Pas du tout, voilà. Donc, effectivement, on a parfois reproché à Christensen, à tort, d'idéaliser la rupture, de faire une espèce notamment de citer Schumpeter et de dire voilà, il y a la destruction. Alors pas du tout. Son objectif est beaucoup plus modeste. Il est de dire il y a des changements qui se produisent, alors qui peuvent être des innovations technologiques, mais qui peuvent être aussi des décisions de certains acteurs. Et donc, face à ces changements, face à ces ruptures, l'entreprise a du mal à répondre. Ça n'est rien de plus que ça. Et donc, c'est une théorie de la réponse, ou plutôt de la non-réponse, d'un acteur majeur qui donc va perdre son leadership. On parle de Kodak, mais il y en a plein d'autres, qui ont une position dominante, et puis, suite à une rupture, qui perdent cette position dominante, voire qui périclitent. Voilà, ils se limitent à ça. On parle de dilemme, justement. Voilà. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce dilemme qui s'appelle dilemme de l'innovateur, c'est quoi ? C'est je reste sur mon métier historique. Alors voilà, ce qu'il observe, oui, c'est que l'entreprise est donc confrontée à effectivement un dilemme. Alors un dilemme, c'est un choix entre deux options qui toutes les deux sont négatives. Et donc l'option, c'est quoi ? Premièrement, c'est face à une rupture, je défends mon activité historique. On est obligé de le faire. Dès qu'il y a une rupture, on ne peut pas tout abandonner et puis parier sur la... Donc, première chose, je défends mon activité historique pied à pied, mais là, je risque de rater la rupture et donc de rater le nouveau marché. Vous citiez Kodak. Voilà, comme Kodak, qui a défendu son activité argentique pendant très longtemps, principalement. Ou alors, au contraire, de tout miser sur la rupture. Et là, c'est une espèce de fuite en avant très dangereuse, parce qu'on mise sur quelque chose qui, peut-être un jour, va représenter un gros marché, mais qui, en attendant, est tout petit. Et donc, on est certain de ce qu'on perd et pas certain de ce qu'on gagne. Et donc, il montre bien que face à ces deux choix terribles, eh bien, la plupart des organisations restent sur le premier, c'est-à-dire se retrouvent à défendre leur activité historique jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que le jour où ils se rendent compte que finalement celle-ci va vraiment péricliter, ils ont laissé la place aux autres concurrents. Alors, ce qui est nouveau dans ce qui nous arrive avec la pandémie, c'est qu'il y a des activités historiques qui s'effondrent d'elles-mêmes. Voilà, on vit effectivement, alors je crois qu'on a besoin de convaincre personne qu'avec la Covid, on a vécu une année et plus encore de rupture. Alors évidemment de rupture en termes médicaux, mais sociétales, économiques. Donc les ruptures, elles sont aujourd'hui partout, elles sont majeures. Et là où effectivement c'est très intéressant, c'est que vous regardez certaines entreprises, à cause de la crise, leur activité s'est brutalement effondrée. Alors ça peut être le commerce, donc physique, où on a des entreprises, moi j'ai des chefs d'entreprise qui me disaient, ça faisait des années qu'on essayait de faire une transformation digitale, on était pris dans ce dilemme, parce que nos magasins physiques par exemple résistaient, ils avaient besoin d'investissement, et donc on était un peu à court pour faire du digital. Donc il y avait ce dilemme. Arrive la crise de la Covid, nos magasins sont fermés, donc là, il n'y a plus de dilemme puisque notre activité historique est condamnée, au moins temporairement. Et donc, il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui, du coup, se sont avérées capables de faire une transformation massive en quelques semaines parce que ce dilemme ne jouait plus. Donc même en négatif, en quelque sorte, Christensen nous apprend pourquoi des fois c'est difficile et pourquoi soudainement ça peut devenir facile. Par contre, ça veut dire aussi qu'il faut savoir préparer des pistes d'innovation ou de nouveaux marchés, et qu'il ne faut pas rester campé sur ce qui marche bien. Absolument. Donc là, on retrouve après la notion de stratégie qui est de dire on a une activité historique, mais on ne peut pas tout miser sur celle-ci. Et donc à tout moment, on doit avoir une activité historique qui réclame la majorité
majorité des investissements, c'est aujourd'hui nos profits et nos revenus, donc bien sûr qu'il faut la défendre, mais il faut aussi se créer de futures opportunités, avoir en quelque sorte des options à disposition pour que, à un moment donné, et si possible même un peu avant, quand l'activité historique va commencer un peu à décliner, bien qu'on ait des choses en réserve pour passer à autre chose. Effectivement, si on n'a pas préparé ça, on se retrouve juste avec l'activité historique qui s'effondre et aucune option n'a été créée. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je disais qu'il n'a pas été beaucoup traduit, hein, mais par contre, vous avez écrit un ouvrage en 2015, Relever le défi de l'innovation et de la rupture, où vous réactualisez sa pensée. Voilà, alors il y a eu 2 motivations pour cet ouvrage. La première, vous l'avez dit, c'est qu'il a été bizarrement très peu traduit. Il y a un de ses ouvrages qui, à mon sens, n'est pas son meilleur, qui a été traduit en français. Ses ouvrages fondateurs ne l'ont pas été. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que sa pensée a évolué, et donc en lisant son ouvrage fondateur, donc Le dilemme de l'innovateur, c'est un ouvrage assez technique, hein, il étudie en profondeur certaines industries, c'est passionnant mais un peu fastidieux, et puis il a développé sa pensée au travers de plusieurs livres, des articles, etc. Donc il n'y avait pas de synthèse, et donc à moins de tout lire Christensen et puis de faire cette synthèse, c'était un peu difficile. Donc voilà, je me suis dit, au moins pour le public français, puis après en fait je l'ai aussi traduit en anglais, je vais faire une synthèse de sa pensée, encore une fois parce que je pense qu'elle est très pertinente et encore aujourd'hui, et donc d'expliquer ces mécanismes et comment on peut en tirer parti au sein d'une organisation. Je pense qu'en effet, c'est un éclairage et que ça donnera envie de lire, de découvrir Christensen. Merci Philippe. Merci beaucoup.